Vous êtes sur la Panafricaine Medi 1. Merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer ensemble l'actualité liée à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent. Vous connaissez le procédé, en première partie avec mes invités, nous allons plancher sur deux thématiques tout aussi importantes. On va parler de la naïveté, mais surtout de la manipulation. Faut-il aujourd'hui relier ces deux notions? Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. En deuxième partie d'émission, on parle de l'accomplissement de l'homme, homme avec un grand H évidemment. Qu'en est-il réellement de cet accomplissement? Quelles sont aujourd'hui les prémices ou encore des facteurs qui nous permettent aujourd'hui d'affirmer aisément que nous sommes un homme accompli, un homme ou une femme accompli? Bien, des éléments de réponse en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, pour la plupart des anciens. Il s'agit évidemment de Genèse. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Tout le plaisir me revient. Plaisir partagé également pour Tarcissus. Vous êtes étudiant en journalisme et communication. Toujours un réel plaisir de te recevoir sur le plateau de Génération News. Merci à toi, Régis, le plaisir est partagé. On avance avec la présentation avec notre ami Rostel. Vous êtes dans le domaine de l'informatique, mais au-delà de ça, vous êtes entrepreneur. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci pour l'invitation. Et on termine avec le petit nouveau sur le plateau de Génération News, Camara. Vous êtes coach en développement personnel. Merci en tout cas d'être de nôtre aujourd'hui sur le plateau de Génération News. Merci bien, plaisir partagé. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Genèse, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps, le là de cette première partie d'émission. On parle de la manipulation et de la naïveté. La question qu'on se pose, c'est de savoir naturellement si c'est possible de relier ces deux notions. Mais avant d'aller en profondeur, définition des termes, une définition personnelle, c'est la tienne évidemment. Qu'en est-il de la naïveté et de la manipulation pour toi? Alors, en ce qui me concerne, une personne naïve, c'est celle qui, facilement, par excès de simplicité, se laisse tromper ou se laisse amadouer. Ouais. Pour ce qui est de la manipulation, c'est un peu cette ascendance psychologique que l'on a sur une personne et qui nous permet d'influencer sur les idées ou encore de contrôler cette personne au point de la pousser à faire certaines choses qui vont un peu à l'encontre de ses principes, juste pour nous permettre d'obtenir quelque chose en cohérence avec notre intérêt. D'accord. Alors, si on s'accroche à la thématique, on parle de peut-on. Quand on parle de peut-on, c'est la possibilité. C'est différent du doit-on qui est un devoir. Et quand on parle du peut-on, est-ce qu'aujourd'hui, on peut aller dans le sens de relier ces deux notions, en termes de possibilité? Oui, il est possible de relier la naïveté et manipulation. Comment? Effectivement. En ce sens que déjà, la naïveté, ça rend une personne vulnérable, au point où il est très facile de la manipuler. Pour être un peu plus clair, je dirais que lorsqu'une personne, la naïveté déjà, elle se caractérise très souvent par le manque de discernement, le manque d'expérience, le manque de confiance. D'information parfois aussi. Voilà, qui fait en sorte que cette personne ignore quelles sont les réelles intentions de l'autre. Et maintenant, ces manipulateurs-là font quoi? Ils utilisent cette innocence et cette ignorance pour manipuler ou encore pour contrôler, voire influencer les idées de cette personne qui est, on va dire, innocente ou encore naïve. Mais ça ne signifie pas que toutes les personnes naïves sont manipulables. D'accord. Voilà. Justement, par rapport à ça, Rostel, quand on parle de manipulation, justement, je m'accroche à cette phrase de Genèse. Est-ce que tout le monde, justement, est assez à l'aise avec la manipulation? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter, la manipulation? Oui, on peut éviter la manipulation dans le sens où tu es conscient en fait. Si la personne est consciente que je suis en train d'être manipulé, la personne peut l'éviter. Mais c'est pas trop évident parce que tous on se fait un peu. En général, c'est ça. Ouais, tous on se fait un peu manipuler de base en fait. Parce que comme ce que a dit Genèse par rapport à la définition de la naïveté et tout, je pense que la manipulation agit sur la naïveté, tout simplement. Parce et pas l'inverse. Bon, pas l'inverse. On peut être naïf et aller dans ce n'est pas possible, la naïveté, manipulation. Non. Bon, je pense que c'est juste la manipulation qui peut agir sur la naïveté. Parce qu'une personne qui est naïve, c'est une personne... Bon, en fait, c'est un état, en fait. C'est une personne qui manque d'expérience, de discernement et de vigilance surtout. Elle est exposée, tout simplement. Et tout simplement. Donc, je pense que
C'est un peu ça par rapport à la naïveté, à la manipulation. On peut s'en rendre compte si la personne fait la chose 1, 2, 3 fois. Bon, là, je peux me dire que voilà, là, ça devient de la manipulation. Par exemple, une personne qui te fait des compliments, comme ce qu'on disait tout à l'heure, une personne qui te fait des compliments, des mêmes compliments en fait, à chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, que la personne veut te demander un truc, te dit bah tiens voilà, ça fait longtemps que je t'ai vu, mais tu sais qu'aujourd'hui tu es bien habillé. À chaque fois c'est ce qu'il te dit, et après par la suite il te demande un truc. Ça aussi c'est une forme de manipulation en fait. D'accord. Justement le compliment aujourd'hui, mon cher Camara, comment? Parce que c'est vrai, il y en a qui aiment bien caresser dans le sens du poil pour obtenir certaines choses, et je pense que dans notre on a sensiblement les mêmes familles, parce qu'en général quand tu fais un compliment à papa ou à maman, il y a toujours une question qui vient derrière, c'est qu'est-ce que tu veux? Parce qu'en fait on sait qu'on n'est pas habitué à faire des compliments, mais à partir du moment où tu dis maman je trouve que tu es très belle aujourd'hui et désolé pour les autres jours, à partir de ce moment-là elle va penser qu'effectivement il y a une technique derrière. Est-ce que le compliment aujourd'hui, à l'image de ce que Rostel vient de dire, vient un petit peu appuyer cette technique de manipulation? Est-ce que l'urgence aussi fait partie des techniques de manipulation? Parce que je pense que l'urgence, on l'a tous utilisé cette technique-là qui consiste à dire écoute, j'ai examen demain en général avec les parents, papa si tu n'envoies pas l'argent pour payer l'école demain, je ne vais pas participer à l'examen, quand on sait que l'examen c'est parfois même dans un mois, mais on a tendance à parfois mettre l'urgence pour obtenir quelque chose. Comment aujourd'hui des qualités, hein, c'est parce que ce sont des qualités quand on parle aujourd'hui de compliments, quand on parle aujourd'hui de cette capacité à être, on va dire, en règle hein, concernant l'école, comment aujourd'hui ces aptitudes deviennent en fait des outils de manipulation? Comment comprendre ça aujourd'hui, toi qui es dans le développement personnel? D'accord, très bien. Merci pour cette appréciation très holistique du sujet. En fait, moi, je conçois que déjà, l'idée de truc là, le mot de manipuler exactement, il est assez aléatoire. Ça dépend du contexte. On peut voir une manipulation qui est positive, tantôt qui est négative. Ah, moi je suis curieux de savoir, une manipulation positive, ça se résume à quoi par exemple? Voilà, alors. Parce qu'effectivement, à l'heure de t'interrompre, c'est pertinent ce que tu dis, parce que quand on parle de manipulation, on voit beaucoup plus le côté sombre de la chose. Et si jamais on nous dit qu'il y a un côté positif, moi je suis curieux, hein, je suis curieux de savoir, ça se résume à quoi le côté positif de la manipulation? Voilà, parce qu'en fait, de façon globale, dans la vie de tous les jours, il y a cette notion d'équilibre. Tantôt il y a le bien, tantôt il y a le mal. De cette même manière, aujourd'hui, si on aborde l'idée de manipulation dans ce sens, comme vous venez de le dire, une bonne manipulation serait peut-être la forme d'éducation que le parent a sur son enfant, qui ne maîtrise pas trop, surtout avec la naïveté. On ne peut pas toujours employer le même jargon, le même style en fait de discours. Donc des fois on est obligé d'adapter le discours pour manipuler l'enfant positivement, pour influencer son éducation. Et là vous verrez que là il s'agit d'une manipulation positive. Mais si aujourd'hui moi j'ai envie aujourd'hui j'ai un ami, on a travaillé sur quelque chose, on a gagné 1 million. Pour pouvoir empocher 90%, je lui dis, tu sais mon frère, sur le travail, j'ai eu à travailler plus de fois que toi, etc. Là, peut-être ça peut être une manipulation négative. Donc, c'est une question aussi de perception qu'il faut voir vis-à-vis de ces aspects-là. La perception, la manipulation, mais il y a également un élément qui est assez intéressant, c'est l'élément déclencheur en parlant de l'acte, le fait de mettre en pratique cette manipulation. Je m'explique mon cher Tarcissus, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte d'être manipulé à partir du moment où on cède, c'est-à-dire à partir du moment où on passe à l'acte. Si par exemple Rostel arrive à te dire écoute Tarcissus, je pense que ce serait bien la prochaine fois, au lieu d'acheter une voiture, achète je ne sais pas une moto, alors que toi Tarcissus, tu n'as aucun permis de moto, mais en fait, est-ce que le fait de céder dans le sens où tu vas te dire, ah tiens, il a peut-être raison, je laisse la voiture, je prends la moto, est-ce que c'est à partir de ce moment qu'on est manipulé? Ou bien c'est à partir du moment où on laisse la personne parler, tout en sachant que cette personne est en train de nous induire en erreur? Alors, si son argument va dans ce sens-là, moi, à partir de ce moment, on considère que c'est de la manipulation positive, comme l'a dit Chérif, parce que quelque part, ce qui me dit, ça va me pousser peut-être à faire le meilleur choix et faire des économies pour moi-même. Maintenant, après, je peux me pencher sur la question, voir, réfléchir à la longue, qu'est-ce qui sera mieux pour moi et voir aussi ses intentions derrière. Peut-être lui aussi, il peut me dire ça, mais ce sera peut-être pour servir ses propres intérêts. Peut-être il veut peut-être monter un business du genre de... Voilà, non, peut-être pas forcément que ça soit moi qui soit le livreur, puisqu'il sait que moi, je n'ai pas de permis, donc il va me falloir d'abord passer
passer par auto-école, faire le permis, etc. Non, mais s'il insiste que tu prennes la moto, c'est beaucoup plus peut-être parce qu'il a envie de voilà, justement. Et pendant ce temps, lui, il peut l'utiliser à ses fins. Donc là, ça peut être aussi de la manipulation négative, mais il peut aussi avoir un côté du positif du moment où ça va dans mon intérêt. Est-ce qu'en entreprise Genèse, la manipulation peut avoir un atout, on va dire, positif? Parce que moi, je reste quand même sur notre ami Camara qui parlait de manipulation positive. C'est vrai que l'argument qu'il a avancé quand il parle de l'éducation, je pense qu'on l'a tous fait à un moment donné, même les parents aujourd'hui continuent à avoir cette manipulation positive. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une manipulation positive dans le milieu de l'entreprise, quand on parle par exemple de la psychologie inversée par exemple? Voilà, c'est même ce point que je devais aborder. Sans crainte de me tromper, je peux dire oui. Il est possible qu'à travers la manipulation, on puisse faire avancer certains projets lorsque le chef arrive pour motiver certains, étant donné que, je pense que vous l'avez scandé ici, que notre cerveau est très souvent programmé pour refuser la négation. Du coup, lorsqu'il arrive et qu'il voudrait un peu motiver, on va dire galvaniser le personnel, voilà, qu'est-ce qu'il dira? Il dira peut-être que c'est dommage que vous ne soyez pas en mesure d'effectuer une certaine tâche en moins de 8 heures de temps. Bon, je pense qu'à partir de là... Prise de conscience. Voilà, je pense même qu'il va émettre, dans cette manipulation, il va émettre une certaine flatterie en disant que... Ça, les primes, par exemple, voilà, ça vous aurait permis... Merci beaucoup. Ça vous aurait permis d'avoir une certaine prime et tout. Et donc à partir de là, on peut être conscient même que c'est une manipulation, mais c'est aussi une forme de galvanisation qui va faire en sorte qu'on puisse désormais mettre un peu plus de dynamique, plus de peps dans notre manière de faire. Donc je pense que d'un point de vue, c'est positif. Mais... ça peut être aussi négatif dans la mesure, si vous me permettez de nuancer, bien sûr, dans la mesure où ça va peut-être émettre une certaine pression, parce que ça permet, parce que travailler de manière, je ne vais pas dire lente, mais travailler à un rythme assez... élevé. Non, peut-être pas élevé. Non, travailler à un rythme assez posé, ça permet au personnel de d'avoir plus de concentration, voilà, de mieux prendre le temps. Voilà. Vouloir exécuter une tâche qu'on fait en 2 heures, mais la ramener à 30 minutes, là, ça pousse un peu à, si vous permettez l'expression, boycotter la tâche. Et donc, on voit tout de suite que cette manipulation est mal vue parce que ça ne permet pas de... le rendu ne sera pas... Voilà, ça ne ressort pas notre efficacité. Ouais. Et voilà. Camara, tu veux bondir sur... Oui, justement, parce qu'en fait, je veux mieux clarifier le concept de manipulation. Parce que l'idée, moi, je pense qu'il ne s'agit pas de définir le mot manipulation, mais c'est de voir manipulation dans différentes circonstances. Exactement. Parce que si aujourd'hui, je prends le rôle de manager que j'incarne des fois à mes heures perdues, un jour, j'ai essayé de motiver une équipe. Je leur ai dit, c'est à nous en tout cas de relever le niveau, de permettre d'atteindre nos objectifs, etc. Après avoir tout dit, j'ai dit, au vu en tout cas de toutes vos capacités, de toutes vos compétences, est-ce que je peux compter sur vous ou devrais-je déjà anticiper pour chercher une autre alternative? Donc je vois que c'est une approche assez manipulatrice mais aussi positive qui invite donc l'équipe à pouvoir aussi s'engager et à réitérer leur en fait, implication. Donc justement c'est dans ce sens que je voulais clarifier l'idée aussi de son aspect. C'est vrai que c'est peut-être le thème qui peut gêner parce que quand on parle de manipulation, la connotation qu'on renvoie, elle est parfois péjorative, mais quand on parle de psychologie inversée ou de booster, comme l'avait dit, d'enranger les troupes, effectivement, à ce moment-là, il y a un côté positif qui ressort. Rostel, est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, avec l'évolution de la technologie, avec un monde de plus en plus capitaliste, est-ce que le fait d'être naïf aujourd'hui nous expose? Est-ce qu'on a vraiment notre place? Est-ce que la naïveté a encore sa place aujourd'hui avec ce monde qui tend à nous ranger un petit peu et ce de partout? Je pense que... Est-ce qu'on n'est pas un peu comme une souris dans un laboratoire avec des monstres autour? Parce que quand on est naïf, on est exposé. Est-ce que la naïveté aujourd'hui trouve encore sa place dans cette société? Bon, je pense que c'est une question très pertinente déjà. Parce qu'après, nous sommes dans un monde qui évolue très vite. Exactement. Et être naïf dans ce monde, bon, c'est déjà dire que manquer un peu d'expérience sur certaines choses. Et quand on n'a pas assez d'expérience aujourd'hui, c'est très difficile de faire le pas, surtout dans le milieu professionnel. Ouais, c'est quelque part montrer ses faiblesses aussi. Ses faiblesses aussi. Ouais. On peut être naïf, mais sans pour autant l'être. Alors, comment est-ce que j'explique ça? Oui, parce que de base, on l'est tous. Voilà. De base, on est naïf et tout. Parce que quand tu rencontres une personne pour la première fois, si la personne te dit quelque chose,
à première vue, on croit la personne en fait, parce qu'on ne sait pas avec quelle intention la personne parle, vu qu'on ne l'a jamais vue. Donc on est censé accorder le bénéfice du doute à la personne. C'est peut-être quand la personne revient pour une deuxième fois, pour une troisième fois qu'on se rend compte que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, la personne essaie peut-être de nous mener en bateau, de nous manipuler et tout. Donc quelque part, de base, on est un peu naïf. En fait, la naïveté est aussi perçue quelque part comme un sens de pureté, de sagesse ou bien comment dirais-je encore, d'innocence, voilà, c'est même ça le mot. D'accord. Parce que après, c'est pas toujours perçu de façon un peu bizarre, si je peux le dire, mais souvent, les personnes mal intentionnées prennent ça maintenant pour une faille, pour pouvoir l'exploiter, surtout les manipulateurs. Comme je l'avais dit tantôt au début, souvent, la manipulation va de pair avec la naïveté parce que la personne profite de la naïveté pour pouvoir manipuler une autre personne. Oui, vas-y, Tarcissus. Je voulais juste ajouter un fait sur ce que Rosberg disait, c'est que la naïveté, c'est un état d'esprit. En fait, c'est quelque chose, comme il disait, on est avec. On n'est pas forcément conscient en fait qu'on est naïf, peut-être dû à notre gentillesse, notre facilité à dire oui à telle ou telle chose. Voilà, la disponibilité, on n'arrive pas à discerner le vrai du faux. Par contre, la manipulation, c'est une attitude. C'est quelque chose que la personne fait consciemment. Tu sais que non, tellement l'autre, il est naïf, il a cette facilité-là toujours à te dire oui, à être disponible pour toi. Donc, toi, tu vas jouer dessus juste pour servir tes propres intérêts, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va de pair parce qu'en fait, on ne se rend pas toujours conscient, en fait, que non, il y a d'autres qui profitent par contre de notre gentillesse. Ils prennent ça pour de la naïveté parfois. Ils pensent que non, nous sommes naïfs. Or, nous sommes juste des gens ouverts, des personnes disponibles qui aiment rendre service. Maintenant, il y a d'autres qui ont de mauvaises intentions qui se servent de ça justement. Une mauvaise interprétation aussi de l'éducation qu'on a reçue aussi. Voilà, justement, effectivement. Ouais. Et c'est sur ce point que je voulais. Mais il ne faut pas toujours penser que c'est nous qui sommes toujours naïfs. Parce que tu dis, on n'est pas toujours conscient que nous sommes naïfs. Mais ça arrive. Mais tu sais que notre génération jouit d'un déni vraiment majeur. C'est-à-dire, par moments, tu perçois des signes de manipulation. Mais toi, tu prends la peine de justifier ça en disant, non, c'est moi qui suis trop paranoïaque. Parfois, c'est cette personne-là, ce n'est pas un masque, ce n'est pas intentionnel. C'est sa manière d'être, c'est son comportement qui donne l'impression aux autres et parfois à moi qu'elle est en train de me manipuler. Entre-temps, c'est clairement de la manipulation. Et tu es conscient que tu es naïf, mais tu essaies de toi-même de te mettre ce déni-là en face. Non, mais en fait, excuse-moi s'il te plaît. Mais en fait, le truc, c'est que je veux dire, c'est que quand je dis que non, on n'est pas forcément conscient, c'est parce que tu sais que la manipulation, il y a des personnes en fait qui ont cette facilité en fait à pouvoir te persuader, à pouvoir te convaincre de choses, tu vois. Et donc toi, tu n'as pas forcément cette capacité à ressentir ça que non, là, c'est qu'il est en train de me dire, là, il est en train de... Voilà. Face à une manipulation. Voilà. Et c'est comme lui, il disait, par exemple, le manque d'expérience. Par exemple, vous allez trouver, je ne sais pas quel exemple je peux prendre, je ne sais pas trop quel exemple je peux même prendre là, un adulte, par exemple, qui va rencontrer une jeune fille, une mineure, qui va commencer à lui proposer des choses, à lui parler des trucs, mais c'est une enfant, elle ne sait pas, elle n'a pas encore ce discernement-là pour savoir si ce qu'il dit, si c'est vrai ou c'est faux. Donc, inconsciemment, elle est naïve, mais elle ne se rend pas compte de ça. Donc, c'est dans ce sens-là que non, je veux aller en fait. Oui, Camara. Ouais, justement, en fait, ce que j'ai envie de dire à ce niveau, c'est que l'individu lui-même, non seulement, quand on parle en fait, c'est comme en fait, le concept l'indique, peut-on relier naïveté et manipulation. Ouais. Donc c'est du moment qu'en fait l'un est naïf, l'autre est plus manipulateur. C'est là où peut-être ça marche le plus souvent. Parce que si on sort un peu des termes, on dit que quelqu'un qui a pris le contrôle sur l'autre pour l'amener à faire quelque chose, c'est parce qu'il n'est pas suffisamment en mesure de comprendre et de maîtriser la situation. Parce que ce que tu as mentionné tout à l'heure, tu as dit qu'on est tous naïfs souvent, mais laisse-moi aussi te dire que des fois, si la personne a acquis suffisamment d'expérience, il a été longuement manipulé. Dès que la personne avance, il a une idée. Ou bien même s'il n'a pas une idée, il est toujours en fait, il reste sur ses gardes. Exactement. Il te dit oui, mais dans sa tête, il a toujours voilà, cette mesure qu'il crée. Et en parlant justement de mesure, les amis, on va parler de l'accomplissement de l'homme. Je sais que la manipulation, ça
vous intéresse, les amis. Et d'ailleurs, on va faire une deuxième thématique là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la manipulation. Il y a des ouvrages aussi qui sont là, qui nous aident à cerner ces manipulateurs. On marque une courte pause et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Juste avant la pause, on parlait pour cette deuxième thématique, on va parler de l'accomplissement. Mon cher camarade, je me tourne vers toi parce qu'évidemment, tu es dans le domaine du développement personnel. C'est un accomplissement quelque part aussi. En tout cas, c'est un cheminement vers l'accomplissement de soi ou le fait de se découvrir aussi quelque part. Quand on parle de l'accomplissement d'un être humain, d'un homme avec un grand H, donc aussi bien au niveau de la femme que de l'homme, on parle de quoi concrètement? Est-ce qu'on parle de la réussite? Est-ce qu'on parle de le confort social? L'accomplissement renvoie à quoi aujourd'hui? D'accord. En fait, je vais déjà commencer peut-être par deux questions. D'abord, c'est quoi l'homme? C'est qui l'homme en fait? Je pense que des fois, il faut aussi partir dans les bases, en fait, dans les débuts, pour pouvoir entrer dans le sujet. En fait, l'idée ici, c'est de pouvoir réfléchir sur qui on est, sur qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, etc. En fait, aller à la quête de soi-même. Le connaître à toi-même. Exactement. Ouais. Et puis il y a aussi l'autre, le cogito ergo sum. Donc, je suis donc. Je pense donc je suis. Voilà. Donc si on part de là, on arrive à voir aujourd'hui plus loin que je pense que la réponse elle est déjà donnée, c'est que l'accomplissement de l'homme peut varier en fait selon le type d'homme dont il s'agit. Déjà quand vous dites que c'est homme avec grand H, ça veut dire qu'il y a femme dedans. Donc quand il y a femme, il y a personnalité, il y a personne, il y a personnage. Donc ça dépend en fait de ce que la personne cherche en fait. Comme de la même manière pour l'homme. Maintenant, ce qu'il y a lieu de comprendre ici, c'est que quand on parle d'accomplissement, moi je vais dire que l'accomplissement, c'est l'épanouissement personnel. Et maintenant, l'homme doit chercher c'est quoi son épanouissement personnel. Tantôt, lui, il dit que ma vision, en fait, et je pense que ça prend au départ d'une vision, pas d'un objectif. Mais la vision que l'homme a de sa vie, de son existence et de ce qui l'entoure. Je dis que par exemple, moi, ma vision, c'est de rendre le monde meilleur. Mais déjà, tu es sur les premiers pas. Et à partir de là, tu viens vers toi, tu dis maintenant, comment est-ce que je peux faire pour aller vers ça? Et maintenant, plus tu avances, plus tu arrives à concrétiser les choses dans ton monde. Et là, tu arrives maintenant à définir réellement c'est quoi ton accomplissement personnel. Ça passe par une vision genèse. Mais concrètement, ça consiste à quoi l'accomplissement, cet accomplissement? Bon, il a parlé déjà de l'épanouissement personnel. Je vais rajouter à ça la réussite personnelle. Donc, ça consiste à atteindre cet état de satisfaction interne à travers la réalisation de nos aspirations personnelles. Et ça passe forcément par la passion, les talents et autres. Et pour aller un peu plus loin, je dirais que pour dire qu'un homme est accompli, c'est lorsque celui-ci a réussi à atteindre certains objectifs. Après, il y a des aspirations, comme vous avez dit, selon la règle des 3P, il y a l'accomplissement de notre personne, l'accomplissement du personnage et de notre personnalité. Donc, ça passe un peu par... ça, c'est surtout dans le domaine de la société. Lorsqu'on dit « je veux être un homme qui a des diplômes », lorsqu'on a déjà ces diplômes, ça fait de nous quelqu'un d'accompli. Mais l'accomplissement n'est pas final. C'est quelque chose de perpétuel. C'est un long processus en fait. Voilà, quoi. Voilà, exactement, c'est un processus quotidien. Donc on est censé s'accomplir au jour de jour. Voilà. Merci. En fait, tu as étalé ce que je voulais dire réellement. Et par rapport à ça justement, Rostel, quand on parle de l'accomplissement, on a parlé de la société. La société a également un impact assez considérable, hein, notamment le regard. On a l'impression qu'aujourd'hui, l'accomplissement de l'homme, avec ce grand H évidemment, quand on parle de l'homme et la femme, on a l'impression que l'accomplissement aujourd'hui se résume à posséder des biens, à être aisé, à être dans une zone de confort où tout va bien et où on se pose aucune question concernant par exemple la suite évidemment de sa situation financière ou autre chose. Pourquoi et comment aujourd'hui on arrive à résumer l'accomplissement de l'homme par le fait de posséder des biens matériels? Déjà, comme l'a dit Jeunesse, je pense que l'accomplissement se résume en plusieurs phases. L'accomplissement peut être professionnel, personnel, ça peut être, en tout cas ça dépend, ça peut être même spirituel. Déjà par rapport à ce qu'il a dit, l'accomplissement pour un homme, bon, avec grand H, donc pour un homme l'accomplissement c'est d'abord l'épanouissement, comme l'a dit
mon cher ami, camarade. Ouais. Déjà pour moi, s'il faut que je parle de l'accomplissement, je ne vois pas directement les biens matériels parce qu'on peut avoir des biens sans rien accomplir en même temps. Ouais. Du coup, l'accomplissement, c'est quoi pour moi? Comme l'a dit Jeunesse, il a dit des choses vraiment qui vont beaucoup m'aider. C'est un processus continu. Ouais. Et je pense qu'on parle de l'accomplissement final quand l'homme n'est plus. Par exemple, comme on connaît Nelson Mandela, beaucoup de personnages qui ont laissé des histoires quand même qui nous inspirent aujourd'hui. Et on trouve que ce sont des accomplissements qu'ils ont eu à faire parce que ces personnes-là ne sont plus là. Mais si ces personnes-là étaient là, ils allaient toujours avoir d'autres missions et ça allait faire à ce qu'ils puissent avoir d'autres choses à accomplir. Et voilà pourquoi l'accomplissement est un processus. En fait, comme le camarade disait tout à l'heure, il faut avoir une vision. C'est-à-dire que le départ, je pense que l'élément déclencheur de l'accomplissement, c'est la vision. Savoir exactement où on va, comment on va y arriver. Et moi, c'est le comment. Avant de venir vers toi, mon cher Genèse, le comment aujourd'hui, mon cher Tarcissus, quels sont les outils avec lesquels on peut se dire ok, j'y vais. On a parlé tout à l'heure du courage, la concentration peut-être quand on veut se lancer dans quelque chose, mais est-ce que c'est largement suffisant pour atteindre cet accomplissement selon toi, mon cher Tarcissus? Alors merci pour la question, Régis. Alors moi je dirais d'abord que pour revenir un peu sur ce que les autres disaient tout à l'heure, pour moi d'abord l'accomplissement c'est l'autoréalisation. C'est-à-dire si on doit avoir cette capacité à pouvoir prendre des décisions, à pouvoir, comment on appelle ça, se donner les moyens de pouvoir atteindre nos objectifs. D'ailleurs, Abraham Maslow, dans ses travaux, il disait que l'accomplissement de l'homme avec un grand H, c'est l'autoréalisation. C'est-à-dire que, par exemple, un artiste qui veut s'exprimer, il s'exprime par quoi? Il s'exprime par son talent, par sa créativité. Le scientifique, il s'exprime par ses recherches et ainsi de suite. Maintenant, pour atteindre ces objectifs, il faut se donner un but, il faut se donner une vision qui se dit que bon, à partir de tel moment, je dois faire ça, je dois réaliser ça, je dois mener telle action. Et pour pouvoir mettre ça en lumière en fait. Donc, il faut avoir une vision et il faut avoir cette capacité à se projeter vers l'avant. Et c'est un peu ça que je voulais dire. Comment vous arrivez, vous, mon cher camarade, parce que je le rappelle encore, vous êtes coach en développement personnel, l'accomplissement, c'est une notion fondamentale dans le processus que vous mettez en place, mais comment vous arrivez, vous, de votre côté, dans les activités que vous mettez en place, en l'occurrence, à sortir la meilleure version de potentiellement vos clients ou les gens qui consultent votre cabinet? Comment vous arrivez justement à pousser ces gens-là à donner le meilleur d'eux-mêmes pour atteindre évidemment cet accomplissement? Très bien. Alors, en fait, moi, je vais partir d'une conception qui m'est profonde. Peut-être que je peux le partager, peut-être ne pas le partager. D'accord. Nous sommes des éléments de la divinité. Et je conçois que Dieu est perfection. Donc, du moment que je conçois Dieu comme une sorte de perfection et que l'humain en tant que tel est un débris en fait de toute cette dimension spirituelle, ouais. Donc l'individu lui-même a ce souhait profond en lui de pouvoir développer sa meilleure version d'elle-même. Ouais. Donc, de cette manière, on prend départ de là pour inviter la personne à prendre conscience de ce souhait, de ce besoin de se développer. Et quand tu éveilles déjà cela, tu poursuis maintenant vers la compréhension de l'individu. Ouais. C'est pourquoi on parle toujours d'abord de connaissance de soi. L'homme doit se connaître, se maîtriser, connaître ses forces, ses faiblesses, etc. Et c'est sur la base de ça maintenant que l'humain pourra aller vers une prise de conscience de qui il est. Et là, commencer maintenant sa voie en fait. Ça marche en fait, voilà. vers l'accomplissement. Exactement, c'est ça. D'accord, Genèse. Oui, moi je voulais juste revenir sur ce que Rostel a eu à dire, qu'on parle plus d'accomplissement lorsque tu n'es plus, lorsque la personne n'est plus, mais pas forcément. Parce que l'accomplissement de l'homme passe aussi par sa contribution dans la société. Lorsque tu contribues à l'essor, au bien-être de la société et que ton action a entraîné un impact et que cet impact est entraîne de l'impact et l'impact est reconnu, pas forcément aux yeux du grand monde, mais en tout cas tu vois les bienfaits de ton impact ou encore de ton action. Moi je pense que ça aussi ça fait de toi quelqu'un d'accompli. Moi personnellement dans la famille j'ai vu, je me suis parfois qualifié de personne accomplie. Ou même dans mon train de vie, je me suis quelquefois qualifié d'homme accompli parce que j'ai vu qu'à un certain moment, avant un certain âge, je m'étais promis de faire certaines choses et avec l'aide du temps et de Dieu,
j'ai réussi à concrétiser, comme j'ai dit dans ma définition, ça consiste à l'atteinte d'une satisfaction de la réalisation de nos propres aspirations. Donc, je m'étais dit qu'avant 20 ans, je dois avoir certaines connaissances ou bien je dois adapter un certain mindset. Chose faite, et là je peux dire que je suis accompli. Mais ce n'est pas terminé parce que c'est comme si... Parce que dans l'accomplissement, on parle parfois du bonheur. On parle de ça comme si le bonheur était une étape ou une destination. Entre-temps, c'est un style de vie. Donc voilà, c'est quelque chose que... état d'esprit comme... Très bien, état d'esprit, voilà. Après, là où je pense que Rostel va se défendre, mais là où je voulais aussi aller peut-être dans le même sens que Rostel, après c'est pas méchant ce que tu viens de dire, hein, ton argument est valable, mais je pense qu'en fait, c'est juste pour appuyer un peu ce que Rostel dit, c'est vrai que derrière il a pris l'exemple de Nelson Mandela. Et aujourd'hui, on sait la figure emblématique qu'il représentait hier et aujourd'hui, et même demain, hein, parce que même nous, nos enfants aussi vont connaître cette personnalité-là. Et donc oui, c'est vrai que lui, en partant, en quittant ce monde, il a accompli quelque chose, donc il allait à l'accomplissement de beaucoup de choses. Mais en fait, je pense que ça va plus loin, parce que quand on parle aussi de la mort, on voit la mort comme étant la cessation de vie, donc la cessation d'un accomplissement aussi quelque part, qui n'est pas terminé, puisque vous dites que l'accomplississement, ça va dans ce sens, voilà. Donc un accomplissement qui n'est pas terminé. Et c'est d'ailleurs pourquoi nos amis de l'Académie française, je ne sais pas si vous le savez, mais vous voyez quand on perd quelqu'un, quand on a perdu un proche, on a tendance à mettre le feu devant. On va dire feu X pour désigner que la personne n'est plus de ce monde. En fait, ce feu, moi j'ai longtemps pensé que ça venait du verbe être, il fut, nous fûmes, il fut et tout ça. Mais en fait, le feu, ça vient du latin fatum, et fatum, ça veut dire destin. Et en fait, quand on met feu devant, on est simplement en train de dire que cette personne est partie en ayant accompli son destin. Donc c'est des petites choses comme ça qu'on met souvent derrière aussi pour montrer que la personne était sur Terre, il y a un destin qui n'a pas été accompli, ou il y a une mission qui n'a pas été accomplie, mais elle est partie en ayant accompli au moins. C'est-à-dire que nul ne sait si la personne avait réellement atteint. Exactement. Voilà. Rostel ? Donc, pour revenir à ce que Genès a dit, c'est très intéressant. Hein. En tout cas, je comprends ton point de vue. Mais quand j'ai parlé de l'accomplissement, lorsque la personne n'est plus, c'est parce que souvent, l'on ne perçoit pas l'importance d'une personne quand la personne est là. En fait, c'est très rare. Souvent, on se dit même que non, voilà, quand elle était là et tout, mais c'est quand la personne n'est plus que tu te rends compte que la personne est très importante, avait l'impact. Voilà. C'est vrai. Déjà, du vivant de la personne, il y aura des accomplissements, bien sûr. La personne va faire des choses et tout, mais souvent, il y a encore plus d'impact quand la personne n'est plus. Oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est dans ce sens-là que je disais que l'accomplissement final, en tout cas, d'une personne, c'est souvent quand la personne n'est plus. Parce que... Je pense qu'en fait, vous êtes entendu sans vous comprendre. Vous êtes compris sans vous... D'accord. Ouais, oui, effectivement. Okay. C'est vrai que l'accomplissement, mon cher Tarcissus, c'est un lent processus aussi, pour le jeu de mots avec ton prénom. C'est un lent processus, effectivement. Mais est-ce que réellement on peut l'atteindre, cet accomplissement? C'est comme le bonheur. C'est vrai qu'on nous dit que le bonheur, c'est un état d'esprit, cette béatitude parfaite, cette félicité. Mais est-ce que réellement cet accomplissement, pour aller un peu dans l'effet inverse de ce que notre ami Rostel vient de dire, qui un argument de taille, mais est-ce qu'on peut réellement atteindre cet accomplissement? Parce que même quand on est riche, quand on a de l'argent, on se rend compte que même les riches ont des problèmes. On s'est rendu compte que notre président, Bassirou Diomaye Faye, est par exemple endetté lorsqu'il a fait sa déclaration de patrimoine. Justement, est-ce que ce sentiment-là de béatitude, d'accomplissement, est-ce qu'on peut réellement l'atteindre? Alors moi, je dis non. Je dis non, pourquoi? Parce que souvent, dans cette société aujourd'hui, on pense que l'accomplissement, c'est avoir une belle maison, une belle voiture, avoir une femme, les enfants, etc. On pense que non, c'est ça. Mais en réalité, c'est ça, voilà, c'est un accomplissement apparent. D'accord. Mais c'est comme tout à l'heure, tu viens de le dire, même les riches ont les problèmes. Donc, c'est pour montrer que l'accomplissement, ce n'est pas quelque chose de figé. C'est un processus qui est en constante évolution. C'est-à-dire que tout de suite, là, si on réalise quelque chose, on achète une voiture, tout de suite, on se dit que bon, oui, là, j'ai acheté la voiture. On aura encore un autre besoin qui va me dire que non, bon, là, aujourd'hui, j'ai acheté la voiture. Demain, il me faut la moto. Et après, c'est pas là le risque aussi, justement, Tarcissus. Est-ce que cet accomplissement-là ne nous plonge pas dans quelque chose d'assez sombre parce qu'on est toujours à la quête de quelque chose de meilleur? Si, effectivement, on est toujours en quête, c'est un risque. Pourquoi? Parce que ce processus-là, à un moment donné, ça peut nous pousser à faire aussi de mauvais choix. Ouais. Ça peut nous pousser à faire de mauvais choix dans le sens où on va commencer peut-être à faire d'autres pratiques qui vont nous pousser à faire des choses forcément qui ne sont pas bien. Ouais. Vous voyez un peu. Donc,
l'accomplissement, en fait, c'est pas tant quelque chose de figé, mais c'est un long processus qui est toujours en train d'évoluer en fonction, au fur et à mesure que la société aussi évolue, nos besoins aussi évoluent. Et donc, du coup, on a besoin de se dépasser, de se surpasser pour pouvoir essayer d'atteindre. Mise à jour pour rester dans le bain justement. Mais en somme, pour chuter, je dirais simplement que l'accomplissement n'est pas figé, c'est quelque chose qui est toujours en constante évolution. Est-ce que c'est un discours qu'il faut tenir aujourd'hui aux plus jeunes? Parce qu'on a l'impression que les plus jeunes, ils veulent tout et tout de suite. Il n'y a pas forcément ce truc de se dire, ok, c'est un long processus, on va attendre pour voir ce que l'accomplissement pour un jeune aujourd'hui, c'est se dire, si je veux une voiture, bah je l'aurai tout de suite, quitte à passer par des situations, par des canaux un peu sombres. Je pense qu'il faut déjà voir comment la chose s'obtient. On sait tous que Paris n'a pas été fait en un jour. Exactement. Donc, pardon, lorsqu'on regarde, c'est très simple, parfois pour avoir un 20 sur 20, il sait qu'il doit passer par un travail de révision, d'études et tout, de recherche, d'exercice, pour pouvoir enfin se mettre face à l'étape et de la braver afin d'avoir le 20 sur 20. Donc, vouloir quelque chose dans l'immédiat, après l'exécution d'une tâche, c'est un peu faire preuve d'irréalisme. Voilà, et après, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, bien sûr. Maintenant, je voulais revenir un peu à l'argumentaire de Tarcissus. Voilà, tu as tout de suite dit non, on ne peut pas être accompli. C'est vrai que l'accomplissement, encore une fois, on l'a plusieurs fois rappelé, ce n'est pas quelque chose de final. Mais j'ai envie de dire, sur la réalisation d'un objectif bien précis, en partant de cette logique SMART, notamment spécifique, mesurable, atteignable. Ouais, si je veux avoir mon master, si je l'ai eu, si tu as bien défini, voilà, pour faire ça sur le plan de la licence, après le bac, lorsque tu as eu ton bac et tu te dis je veux avoir ma licence et que tu l'as, est-ce que à un certain niveau, tu ne t'es pas considéré comme étant quelqu'un d'accompli? Voilà pourquoi j'ai dit. Lui, il a dit c'est un long processus. Voilà pourquoi j'ai dit c'est un long processus. Et j'ai précisé qu'elle n'est pas tant physique ou matérielle, elle peut être aussi intérieure. Tu peux avoir tous les diplômes que tu veux, mais si tu n'as pas, par exemple, la paix intérieure en toi, est-ce que tu es un homme accompli? Non, c'est même pas une question de paix intérieure. L'exemple, par exemple, assez simple, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, comme je reste sur ton exemple, oui. tu dis en fait que si tu es en terminale, donc tu as le bac, et que la suite logique, c'est le prochain diplôme, c'est la licence, ensuite le master. Si tu arrives à obtenir ta licence et que tu es dernier de la classe ou dernier de la promotion, ça peut pas être un accomplissement. Si toi tu as voulu être premier de ta promotion par exemple, mais tu as ton diplôme, mais sauf que tu es 5e, 10e de la promotion. Donc c'est comme il dit en fait, c'est qu'on peut l'atteindre, mais il y aura toujours ce sentiment de manque. Et qui fait que... Et pour ajouter, tout à l'heure quand tu parlais même des diplômes aussi, je peux te dire que non, il y a peut-être des gens aussi qui peuvent se dire que bon, aujourd'hui, moi je vais m'arrêter en licence, mais tellement il se sent encore dans cette capacité à pouvoir continuer, il va dire bon, je vais aller jusqu'au master et il va se donner les moyens effectivement pour pouvoir aller encore et se donner encore plus pour pouvoir réellement être cet homme-là qui est accompli. Mais en réalité, ça ne finit jamais. Même lorsque la personne n'est plus sur cette terre, mais du moment que son œuvre continue à être, ça montre toujours, c'est toujours un processus de l'accomplissement de ce que la personne a laissé derrière lui. Il y a qu'à voir, vous suivez les informations, vous êtes des journalistes, il y a qu'à voir ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. On sait pourquoi Nelson Mandela s'est longtemps battu et pourquoi il a fait la prison, mais on se rend compte que ce problème est toujours là, c'est toujours installé en Afrique du Sud. Est-ce qu'aujourd'hui, le dépassement de soi, vous avez parlé aujourd'hui, le fait de se connaître, on a ressorti le connais-toi toi-même, je pense donc j'existe ou j'existe donc je pense. Est-ce que le dépassement de soi, tout ça aussi, c'est que quelque part, au-delà de se connaître d'abord, c'est aussi un accomplissement. Le fait de ne pas forcément céder, par exemple, aux critiques, d'avoir une conscience plus posée, de savoir exactement où je vais, comment je vais prendre. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec la critique, par exemple. Là aussi, ça appelle un dépassement de soi. Est-ce que cette capacité-là à se mouvoir, c'est aussi quelque part un outil qui nous permet de mieux se concentrer sur l'objectif, c'est-à-dire sur l'accomplissement? Alors, en vérité, moi, je conçois que des fois, on a raté le départ. Pourquoi j'ai dit qu'on a raté le départ? C'est que des fois, on va directement sur... voilà, c'est-à-dire que des fois, par exemple, quand on entre dans une maison d'un ami ou de quelqu'un, on va directement dans la chambre, alors qu'il faut aussi passer par le salon. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que des fois, vous allez dans les réflexions très profondes et des fois, je pense qu'il est pertinent
prendre en compte aussi les débuts. Déjà, en fait, on voudrait tout dire. C'est ce qui est normal, c'est ce qui est souhaité pour l'émission. Mais on ne peut pas. C'est pourquoi moi, j'aime en fait laisser des questionnements pour permettre à tout un chacun de réfléchir. Déjà, par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, je vais essayer d'être le carrefour, en fait. Ouais. Déjà, il y a 2 questions que je me pose. Ou bien même, c'est une question. L'accomplissement, c'est pour la société ou c'est pour nous-mêmes? Parce que quand on analyse dans ce sens, on arrive à voir est-ce que notre accomplissement ou bien cette réussite, c'est dans le sens d'avoir des voitures, une belle femme que tout le monde regarde, ou bien aussi d'être nous-mêmes en phase en fait avec ce que nous voulons. Exactement. Cette notion aussi de paix intérieure. Alors moi je peux dire que la personne cherche tout ça en même temps. Parce que comme j'ai dit, ça découle d'une vision. Maintenant, si dans la vision, il est nécessaire d'avoir une belle femme, ça entre dedans. Si il est nécessaire d'avoir sa paix intérieure, ça entre dedans. C'est pourquoi, en réalité, ce que vous venez de dire, les critiques et tout, il va falloir revenir à soi-même, se comprendre. En fait, quand je parle aussi de prise de conscience, ce n'est pas une question de prendre conscience de ses capacités, mais de prendre conscience de ce que cela demande, d'aller vers l'accomplissement. Parce qu'il y a énormément de personnages, de personnes aujourd'hui, de figures emblématiques, ils ont beaucoup souffert avant d'atteindre leurs objectifs, mais pourtant il reste toujours de grandes personnes. Donc c'est important aussi de prendre en compte. Et je pense qu'on va chuter les amis sur cette belle conclusion de notre ami Camara pour clore cette émission Génération News. Vous l'aurez compris les amis, ça allait très vite Génération News. On aura l'occasion de revenir sur ces thématiques aussi intéressantes et pertinentes. Merci d'avoir participé à Génération News. Tarcissus, c'était un plaisir. Camara, tu reviens quand tu veux évidemment à Génération News. Genèse, évidemment c'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Pareil pour Rostel. Merci d'avoir participé à Génération News. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.